On va reprendre. Euh, c'est la dernière conférence de la journée. C'est aussi la conférence André Roquelecourt. À titre de rappel, je voulais vous rappeler que le docteur André Roquelecourt était le premier directeur et un des fondateurs du centre de recherche. C'était un neurologue qui travaillait notamment sur les AVC et qui a eu des contributions notamment sur sa recherche sur le langage. Et parmi ses accomplissements, il a permis de fonder le centre de recherche. Alors, c'est avec grand plaisir que j'accueille aujourd'hui le docteur Gustavo Duque, professeur de médecine et titulaire de la chaire Dr Joseph Kaufmann en médecine gériatrique à l'université McGill. Il est aussi chercheur principal à l'Institut de recherche du Centre université de santé McGill, notamment sur les programmes sur les troubles métaboliques et leurs complications, où il dirige le groupe de recherche sur les os, les muscles et la géroscience. Il est aussi directeur du Centre d'excellence pour la santé durable des aînés Simone et Édouard Chouella au Ruiz de McGill. Gériatre de formation, il est reconnu internationalement pour ses travaux novateurs sur les mécanismes du vieillissement musculosquelettique et en particulier l'ostéoporose, la sarcopénie, l'ostéosarcopénie et la fragilité. Ses recherches portent sur les interactions entre os, muscles et graisses, ainsi que sur les mécanismes et voies métaboliques communs associés à la physiopathologie de l'ostéoporose, de la sarcopénie, de l'ostéosarcopénie et de la fragilité chez les personnes âgées. Il étudie également l'effet de la vitamine D, de l'exercice physique et de la nutrition sur la masse osseuse et musculaire et travaille sur le développement de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques pour les maladies musculosquelettiques liées à l'âge. Il est auteur de plus de 300 articles scientifiques et rédacteur en chef du Journal of Gerontology, Biological Sciences et président du réseau canadien de gérosciences translationnelles. Gustavo, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour tout le monde, merci Auré pour la présentation et aussi merci le comité organisateur pour l'invitation de venir vous parler aujourd'hui sur le sujet de la géroscience. Moi, je suis très honoré de donner la conférence à André Roquelecourt parce que honnêtement, je ne le connaissais pas. Mais après que vous m'avez invité, j'ai commencé à regarder. C'est quelqu'un qui a été tellement dédié au développement des sujets de la gériatrie, de la recherche sur le vieillissement. Donc, ça me donne beaucoup d'honneur de vous parler aujourd'hui, de donner la conférence pour le remémorer. Et pour commencer, je vais vous parler d'autres pionniers dans la recherche en gériatrie, mais c'est le professeur Bernard Isaacs qui était un des premiers gériatres bien reconnus par tout le monde. Donc, une chose qu'il a fait qui a changé complètement la façon de comprendre la gériatrie, c'est qu'il a parlé de les 4 géants gériatriques. C'était instabilité, immobilité, incontinence et déficience intellectuelle ou démence. Donc, comme ça, c'est celui qui a commencé à parler, dire il y a une spécialité dans la médecine qui doit être dédiée aux ces maladies spécifiques, ces conditions spécifiques qui n'étaient pas très bien décrites ou très bien entendues ou conçues pendant le temps professeur Isaacs était à Édimbourg, mais qui a commencé la conversation, comment est-ce qu'on va faire pour identifier ces problèmes dans la population, dans les personnes âgées. Mais il a pris beaucoup de temps pour vraiment commencer à développer la recherche plus même fondamentale et clinique sur les 4 géants gériatriques. Mais c'était avec ce concept qui s'est développé un petit peu dans la médecine pour comprendre qu'est-ce qu'on parle de syndrome gériatrique. Donc, on parlait de geriatric giants et on commençait à parler de syndrome gériatrique.
Et les médecins des autres spécialités qui ne faisaient pas la gériatrie commençaient à dire, c'est quoi que vous avez inventé ici, c'est quoi que vous avez créé. Mais en même temps, tout le monde voulait, les cardiologues, travailler avec le cœur et toutes les spécialités séparées comme silos. Mais c'était la responsabilité des premiers gériatres d'expliquer c'est quoi qu'on se parlait comme syndrome gériatrique. Si vous regardez la part supérieure de la diapo, vous pouvez regarder qu'on parle de la maladie qui d'habitude a une étiologie spécifique, qui a des pathways activés spécifiques aussi biologiques et une manifestation clinique. Donc, par exemple, la pneumonie, on sait que c'est caractérisé par une bactérie. Les manifestations cliniques sont bien connues et comme ça, on a une maladie bien reconnue. Dans les syndromes gériatriques, c'est différent parce que ce sont des syndromes qui ont beaucoup, plusieurs facteurs étiologiques, qui ont des manifestations pathogéniques différentes, mais d'habitude, c'est une manifestation unifiée. Et je vais vous donner un exemple. Delirium. Delirium, on ne comprend pas beaucoup le delirium, mais en même temps, on sait qu'il peut avoir plusieurs manifestations étiologiques, facteurs étiologiques avec des manifestations biologiques, activation de plusieurs pathways, mais en même temps, les manifestations, c'est clair. On a des critères cliniques pour identifier les déliriums dans la pratique clinique. Comme ça a changé beaucoup la façon, et c'est peut-être la façon que j'ai été entraîné quand je faisais mon fellowship à McGill comme gériatre. C'est ça qu'on s'est parlé beaucoup. On s'est parlé les syndromes gériatriques et c'est comme ça qu'on va les identifier. Et c'est pour ça que les autres collègues commencent à identifier les gériatres. Ils se sont dit, oh, s'il y a quelqu'un qui a de la démence, donc nous appelons le gériatre. S'il y a quelqu'un qui a l'incontinence urinaire, une personne âgée, un aîné, on va appeler le gériatre. Mais comme tout le monde, c'est très humain. Compliquer les sujets, c'est notre caractéristique humaine. Donc, on a commencé à compliquer les sujets des syndromes gériatriques. Et on est arrivé dans un système dans lequel on a commencé à parler de la 5 M's dans la gériatrie, toutes les autres dimensions qu'il faut évaluer. Donc, on a commencé quand il y a quelqu'un qui va appeler les gériatres à venir. Si je suis un cardiologue, par exemple, j'appelle les gériatres pour venir voir mon patient qui a une maladie cardiaque parce qu'il commençait à avoir un délirium, par exemple. Donc, les gériatres, premièrement, commençaient à venir avec un groupe qu'on appelait multidisciplinaire, mais c'était un groupe comme un crowd avec une infirmière, un physiothérapeute, un ergothérapeute, un pharmacien. C'est pas une critique, mais c'est la réalité. C'est ça l'expérience qu'on avait. Et après ça, elle faisait une évaluation complète de tous les M, les 5 M ici, mais en même temps, une évaluation gériatrique, Comprehensive Geriatric Assessment. Qu'est-ce qui est arrivé? On est arrivé dans un système dans lequel nous avons compliqué l'évaluation gériatrique à un niveau que ce n'est pas pratique de l'avoir toujours dans la pratique clinique. Les hôpitaux sont complexes, sont occupés. Si vous allez au système, je ne pense pas que vous avez l'urgence ici dans l'institut, mais c'est sûr que vous avez déjà l'expérience d'avoir vu les urgences dans les hôpitaux. Ici, c'est partout. Ce n'est pas nécessairement au Canada, c'est partout. Les urgences sont toujours occupées, ce n'est pas beaucoup d'espace. Donc, pour un gériatre, pour toute l'équipe multidisciplinaire, venir faire les 5M et faire tout ça que c'est décrit ici, je pense que ça a affecté notre image comme gériatre et comme équipe responsable de l'attention des personnes âgées, particulièrement dans les hôpitaux. Et c'est pour ça que malheureusement, je ne sais pas si je suis exagéré ici, mais malheureusement, il y a plusieurs hôpitaux qui ont fermé les unités de gériatrie parce qu'ils sont très chers, pas toujours très efficaces, très compliqués, et quand on avait besoin d'avoir un report de la réalité de l'évaluation des patients, c'est un report de 12, 14 pages que personne ne peut
lire, pas le temps pour lire. Donc, on commence à réévaluer qu'est-ce qu'on veut avoir comme la gériatrie, parce que sinon, notre spécialité va disparaître. Parce que les gériatres, les cardiologues encore, ou l'endocrinologue vont dire, oh, moi, la majorité de mes patients sont plus âgés de 60 ans, donc pourquoi j'ai besoin d'un gériatre? Je peux avoir même équipe disciplinaire et les demander les mêmes questions. Donc, c'est quoi la différence? Et c'est peut-être la critique principale qu'on a fait à l'intérieur de la spécialité. Ce n'est pas seulement ici au Canada, c'est partout le monde. On commence même le programme d'entraînement pour les résidents en gériatrie, même pour le programme de recherche. Donc comme ça, il y a eu un changement de conception dans le rôle de la gériatrie dans la pratique médicale. Et je pense un facteur qui a changé beaucoup, qui a influencé beaucoup le changement de rôle des gériatres en général et de l'équipe multidisciplinaire et la recherche en gériatrie, c'était le concept de Decade of Healthy Aging qui a été développé par l'Organisation mondiale de la santé. Et c'était un bon exercice parce que le monde s'est assis et a dit, bon, il faut réévaluer, repenser qu'est-ce qu'on va faire avec une société qui vieillit très vite, qui commence à avoir partout les syndromes gériatriques et on n'a pas les ressources monétaires et humaines pour prendre soin de tous ces patients avec une équipe multidisciplinaire gériatrique. Donc, il faut optimiser les ressources, optimiser l'entraînement, optimiser la recherche et optimiser le rapprochement aux personnes âgées dans les hôpitaux. Donc, plusieurs monde a donné des idées, mais je pense que, et moi, je vais être ici très bias, je ne sais pas comment dire bias en français, je m'excuse, oui, mais moi, je vais dire qu'un des changements les plus importants qui sont développés dans le concept de changement de la pratique en recherche et pratique médicale en gériatrie, c'est le concept de geroscience. Donc, pour le monde ici, moi, je suis sûr que la majorité de vous connaissez le concept de geroscience. Moi, je vais essayer de l'expliquer, mais c'est un concept qui a commencé dans le NIA aux États-Unis par un directeur scientifique de la section biologique de la NIA, c'était Felipe Sierra, qui a commencé à parler sur la geroscience. Après ça, Brian Kennedy, qui est l'auteur de cet article qui est illustré là-bas, ils ont fait un résumé de c'est quoi la geroscience. Donc, si vous regardez si vous regardez ici, ce sont des maladies qui arrivent très souvent dans les personnages. Donc, vous les regardez ici, ce sont les raisons pour lesquelles les gériatres ou pour lesquelles les chercheurs sont intéressés à faire la recherche en spécifique maladie. Comme ça, vous pouvez regarder ici plusieurs maladies qui arrivent très souvent dans les personnes âgées. Mais en même temps, ils se sont dit, OK, dans ce moment, on va traiter la COPD, on va traiter l'ostéoporose de façon séparée. C'est cher, les ressources sont limitées, et peut-être, les mécanismes biologiques sont partagés et on ne savait pas. C'est l'idée de la geroscience. La geroscience veut dire que plusieurs des maladies associées avec le vieillissement, plusieurs de ces maladies partagent les mêmes mécanismes biologiques. Donc, peut-être, on va dédiquer la recherche et les ressources pour développer des interventions qui targetent plusieurs ou un ou plusieurs de ces mécanismes biologiques. Et le bénéfice, ça ne va pas être seulement pour le COPD ou pour l'insuffisance cardiaque, c'est pour plusieurs maladies associées avec le vieillissement. Moi, je trouve ça très intéressant, mais l'application en réalité, c'est le défi. Et à partir d'ici, ce que je vais vous partager,
c'est qu'est-ce que nous faisons dans notre groupe, dans notre équipe, pour montrer ou essayer d'appliquer la neuroscience comme le rapprochement du futur, pas seulement dans la recherche, mais aussi dans la pratique clinique. Donc, comme ça, les concepts, et si vous regardez ici ces mécanismes, on commençait à les parler, les dire, on l'appelait les hallmarks of aging. Donc, ce sont des mécanismes biologiques qui sont qui arrivent très souvent dans les cellules ou dans les personnes ou dans les organismes qui vieillissent. Mais le concept a continué d'évolution dans la conception de hallmarks parce qu'on commençait à avoir plus de hallmarks et aussi plus de significance de hallmarks sur le processus de vieillissement aux différentes étapes. Vous pouvez regarder ici à droite, côté droite. Ce sont maintenant les 12 hallmarks of aging qu'on a accepté. C'était un paper par Carlos López Otín de l'Espagne qui a présenté aussi le premier article sur les hallmarks of aging. Je suis sûr que vous avez déjà regardé cette figure plusieurs fois, mais si vous regardez, et peut-être ici, dans ces conférences, dans ces chambres, on a beaucoup de monde qui travaille avec un ou plusieurs de ces hallmarks of aging. Mais qu'est-ce qui arrive? On sait maintenant qu'il y a des procès biologiques qui sont initiales, des procès biologiques qui sont conséquences, comme ici, et des procès biologiques qui sont les dernières étapes. Donc, par exemple, on peut avoir génomique instabilité génomique ou telomere attrition, et ça peut être la première étape avant d'avoir dysfonction mitochondriale. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas séparé. Il y a toujours une connexion. Et donc, si on travaille avec une des hallmarks, on peut aussi travailler avec plusieurs hallmarks. C'est ça un exemple que je vais vous donner bientôt. Donc, comme ça, dans notre équipe, et des autres équipes partout le monde, c'est sûr, on a commencé à parler comment est-ce qu'on va travailler les concepts de hallmarks of aging. Et la première question qu'on a demandé partout, c'est est-ce que vieillir, est-ce que c'est une maladie? Is aging a disease? Donc, je ne sais pas ce que vous pensez, mais c'était une grosse polémique. Si c'était pourquoi? Parce que si je vais découvrir un médicament qui a un effet sur plusieurs de ces hallmarks, et moi, je vais être capable de prolonger la vie de quelqu'un, oui? Donc, c'est quoi l'outcome principal? C'est la prolongation de la vie. Donc, comme ça, vieillir, c'est revenir malade. Et régénérer, je ne sais pas si c'est régénérer, ça va être l'aspect positif. Mais c'est sûr que si vous allez vous découvrez quelque chose et vous allez à FDA et vous présentez votre patente à FDA, le FDA va dire non, c'est impossible parce que ce n'est pas un outcome. Aging, ce n'est pas un outcome. Ce n'est pas un résultat de recherche, c'est pas un résultat parce que, premièrement, c'est difficile de mesurer. Imagine si vous allez faire un clinical trial, l'outcome c'était prolongation de la vie. Ça veut dire qu'il faut suivre des sujets pour longtemps. Ce n'est pas pratique. Donc, comme ça, on commençait à parler partout, même avec le concept de healthy aging, et on a dit comment mesurer healthy aging. So, on ne se parle pas de lifespan, on se parle de health span, la quantité des années que je vais vivre indépendant, en bonne santé. Donc, il y avait un groupe très influencé, même par des gériatres canadiens, qui disait frailty, fragilité. Ça va être là. Mais ça fait combien de temps que nous parlons de frailty, de fragilité?
Et encore, nous ne savons pas les critères définitifs pour identifier frailté ou fragilité dans la pratique clinique. On parle de fragilité, ça fait... Moi, je me rappelle quand j'étais un fellow en gériatrie, on a eu plusieurs conférences de frailté ici au Canada. Le Canada est revenu leader dans le concept de fragilité. Mais quand on a arrivé à le mesurer, on ne le mesure pas. Ou il n'y a pas beaucoup d'agreement, je ne sais pas, entre le monde qui utilise Linda Fritz criteria ou Rockwood's criteria ou plusieurs des autres évaluations. Donc, comme ça, la fragilité aussi jamais été acceptée par la classification internationale des maladies. Okay? Jamais reçu un code de ICD. Donc, c'est, moi, encore, moi, j'ai vu, quand vous m'avez invité, je voulais avoir un petit peu de controversie dans la présentation parce que ce sont des concepts qui vont nous faire changer la façon que nous faisons la gériatrie, la façon de faire la gériatrie pour le futur. Donc, en contraire de frailty, il y a un nouveau concept qui était développé aussi pendant toute la discussion de neuroscience, the healthy aging, health span, et ça s'appelle la capacité intrinsèque. So, intrinsic capacity, on peut dire, c'est l'opposite de fragilité. C'est notre capacité, notre potentiel de répondre aux stressors. Et je pense que les components que nous savons, que le monde qui a développé les concepts, il y a un couple, une ou deux personnes ici qui sont participées dans le développement du concept. On a développé, on a décidé de proposer, je veux dire, d'inclure les 5 dimensions principales, domaines principaux. Cognition, locomotion, sensory, vitality, and psychological. Dans l'intérieur de cette dimension, il y avait des autres components. On avait, par exemple, dans les cognitions, on incluait les mémoire, intelligence, problem solving. Ce n'est pas écrit dans la pierre, ce n'est pas définitif. C'était une proposition comme un concept. Une chose qui s'est bien acceptée, c'est qu'il y a une façon d'avoir capacité intrinsèque, de mesurer. Si vous avez la capacité de mesurer les dimensions, sans avoir besoin d'avoir tous les components que vous savez, que vous pouvez regarder autour des domaines. 1, 2, on ne sait pas combien de critères, mais dans ce moment, c'est bien accepté que si on peut mesurer intrinsic capacity, on va avoir un meilleur rapprochement aux personnes âgées, premièrement, et deuxièmement, on va avoir un outcome qui peut être mesuré et qui est très bien associé avec HealthSpan. Donc, si moi, j'ai une bonne intrinsic capacity, ma mobilité, mon well-being, my HealthSpan est mieux que quelqu'un qui a une intrinsic capacity diminuée, même si on a la même âge. Donc, je ne pense pas si je vais vous faire plus de confusion après toute ma présentation, mais les exemples que je vais commencer à vous donner maintenant, c'est des exemples de comment mon groupe de travail, mon équipe, rapproche et comprend les concepts de capacité intrinsèque. La première chose, encore biased, c'est que pour nous, le système musculo-squelettique, c'est le plus important et le plus déterminant de la capacité intrinsèque. Et je vais essayer de vous convaincre, de vous faire me croire que c'est vrai. Et pour dire ça, on travaille beaucoup avec un concept qu'on a développé par notre groupe, d'autres couple de groupes aux États-Unis, le concept de ostéosarcopénie. Ostéosarcopénie, c'est quelqu'un qui a ostéopénie, ostéoporose et sarcopénie. Je ne pense pas qu'il y a besoin ici de parler de sarcopénie parce que vous connaissez très bien les concepts, vous travaillez beaucoup avec la sarcopénie. Mais
c'est facile de dire que s'il y a quelqu'un qui a sarcopénie et ostéopénie et ostéosarcopénie. Donc, il n'y a pas besoin d'un bon consensus partout. Vous savez, le consensus, c'est toujours une opportunité pour fumer des cigares et boire les bons cognacs par les experts dans les sujets, mais en même temps, les résultats vont être les mêmes. Donc, on va ici, par exemple, on parle de la ostéosarcopénie. Donc, la question, c'est si les muscles et les os sont les plus importants éléments de la capacité intrinsèque. S'il y a quelqu'un qui est malade, qui a de mauvais muscles et mauvais os, va avoir un niveau de capacité intrinsèque très diminué. Et vous pouvez me dire, oh, c'est sûr parce que mobilité, mobilité, c'est affecté, donc capacité intrinsèque, c'est affecté. Mais la question que nous avons remarquée, c'est peut-être le système musculo-squelettique, ce n'est pas le déterminant pour pas seulement pour la mobilité. Peut-être c'est important aussi pour la vitalité. Ou peut-être c'est important aussi pour le système cognitif. Pas parce que le système cognitif contrôle les muscles et les os, mais les os et les muscles, ce sont qui contrôlent le cerveau. Et vous allez me dire, oh, non, il est fou, il revient. Et pour prouver ça, on a développé un projet international dans ce moment qui s'appelle THRIVE, Transforming Health and Resilience for Healthy Lives. C'est financé par le CIHR. Qu'est-ce qu'on a fait? Je ne sais pas si vous connaissez le concept de recherche fédérative. Donc, ce sont tous les datasets, les meilleurs datasets par tout le monde qui l'ont fait sur les personnes âgées. Qu'est-ce qu'on cherche? Le premier objectif, c'est de remarquer ou déterminer les composants de capacité intrinsique pour les mesurer. Donc, l'objectif, ce n'est pas avoir une définition rigide de capacité intrinsique avec les critères spécifiques. C'est qu'est-ce qu'on veut? Avoir une flexibilité. Utiliser les résultats de plusieurs data cohorts par tout le monde. Dans ce moment, quand on a accepté quand on a reçu le financement, on a recruté 7 cohorts. Ça inclut le TILDA, the Irish Longitudinal Study on Aging, Canadian Longitudinal Study on Aging, the Big Toledo Study in Spain, the Island Study in Taiwan. And now, maintenant, on est arrivé déjà à 10, avec un total presque de 500 000 résultats des interventions. Pourquoi? Parce que, premièrement, comme je vous disais, il faut valider les concepts et mesurer les concepts de capacité intrinsèque avant de commencer à développer des interventions. Et c'est un exemple, par exemple. Ce sont des résultats préliminaires de Toledo, la cohorte espagnole. Et on a dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder l'impact que l'ostéosarcopénie, si vraiment les muscles et les os vont affecter la capacité intrinsèque, on va voir c'est quel impact d'avoir ostéosarcopénie sur les 5 dimensions de capacité intrinsèque. OK? Et ce sont les résultats. Wow, c'est sûr, locomotion, c'est important. Mais pour notre surprise, aussi pour cognition, sensory impairment, vitality, and even psychological impairment étaient associés avec la présence d'ostéosarcopénie. Quand on a commencé à jouer, ce sont encore des résultats préliminaires, mais les résultats sont très similaires. C'est intéressant dans les autres cohorts. On commence à partager tous les résultats avec tous les participants. Mais c'était pour notre surprise. Donc, ça nous a aidé à dire, OK, on va jouer avec les résultats.
regardons cognition, pas ostéosarcopénie. Qu'est-ce qui arrive si on a la démence? S'il y a quelqu'un with a cognitive impairment, ils seulement sont affectés les domaines psychological et cognitif, without affecting, sans affecter les autres domaines. Donc, c'est comme ça que nous avons décidé de continuer notre approche, notre rapprochement geroscience rapprochement, pour regarder c'est quoi la significance des systèmes musculo-squelettiques comme le déterminant majeur des capacités intrinsiques. Donc, la première chose, on dit, OK, s'il y a quelqu'un qui a ostéosarcopénie, est-ce qu'il y a un peu plus de risque d'avoir la démence, par exemple? On a fait, on a regardé la figure à votre droite, c'est de notre groupe en collaboration avec Dag Arslan à Norway, dans le groupe de Sweden, le Scandinavian Cohort. Et ici, c'est des évidences obtenues dans l'Indiana University par Lillian Plotkin. Dans les deux cas, il a montré, on s'est bien montré, que c'est les os, que l'os ostéoporotique est un facteur de risque pour développer la démence. Avant, ça fait 5 ans, si vous me demandez comment est-ce que quelqu'un qui a la démence a l'ostéoporose, le monde disait, oh, c'est parce qu'il ne mange pas, ou il ne mange pas beaucoup de lait. Dans ce moment, ce n'est pas l'évidence. L'évidence, c'est qu'il y a des facteurs biologiques, hallmarks of aging, qui sont activés par les os ostéoporotiques, qui déterminent la présence d'amyloïdes dans le cerveau. Et nous avons trouvé exactement les mêmes signaux, les mêmes résultats dans les muscles sarcopéniques. On a trouvé presque la même relation dans les muscles sarcopéniques comme déterminant de détérioration cognitive et de la démence. Et vous pouvez dire, OK, ce sont des études de corrélation, de casualité. Bon, il y a plusieurs des études dans ce moment que nous, et d'autres groupes, faisons dans ce moment dans des modèles animaux qui vont nous aider à montrer ça. Donc, peut-être, si on va travailler avec les muscles et les os, on peut faire la prévention de la démence. Comme ça, on sait déjà que la personne que c'est des études épidémiologiques de cohorts qui ont déjà montré comment les personnes dans le sous-groupe des ostéosarcopéniques sont plus d'incidence de démence. Avec la vitalité, le concept c'est plus nutritionnel. Je sais que plusieurs des mondes ici sont très intéressés dans la nutrition, donc je ne veux pas donner beaucoup d'informations parce que vous êtes bien expert dans les sujets, mais quand on parle de vitalité, on parle de la ostéosarcopénie, pardon, les éléments nutritionnels qui vont modifier les hallmarks of aging qui sont activés dans les sujets avec ostéosarcopénie. Again, on peut dire par exemple qu'il y a des mondes qui, avec la malnutrition, avec l'ostéosarcopénie, la probabilité d'avoir fragilité, c'est plus haut. Et donc, il y a une connexion entre la vitalité et la ostéosarcopénie et le niveau des muscles et des os. Locomotion, c'était très facile. C'est une étude que nous avons faite en Melbourne. On a regardé, OK, est-ce que la domaine de locomotion s'est affectée dans les personnes avec l'ostéosarcopénie et aussi comme un component de capacité intrinsèque? Bon, c'était facile. C'est sûr que oui. Pour notre surprise, ce n'est pas seulement la mobilité, c'est aussi l'équilibre. Donc, on a trouvé, il y a toujours la connexion entre le muscle et l'équilibre, mais entre les os et l'équilibre. Mais on a trouvé aussi cette association. L'humeur, la dépression et l'ostéosarcopénie, c'est un résultat de notre étude avec un groupe brésilien. Donc, on a reporté que le monde avec l'ostéosarcopénie a plus de dépression. On vient de publier un autre article
avec un groupe italien, Nicola Veronese, dans les Aging Experimental, Clinical Experimental Research, où on a montré comment, dans le niveau longitudinal, avoir ostéosarcopénie va prédisposer d'avoir la dépression. Pas l'opposite. Ben, peut-être l'opposite peut arriver, mais ce n'est pas parce que quelqu'un est déprimé que perd les os et les muscles. C'est l'opposite. C'est nous perdons nos os et muscles, et ça trigger, ça dégénère dans la dépression. Donc, comme ça, on a beaucoup d'évidence, mais c'est ça seulement une petite partie de ça que nous avons évalué avec plusieurs éléments par tout le monde, qu'on a regardé aussi la biologie. Donc, on peut dire que dans ces connexions muscles et les os, qu'on commence à les perdre dans la manière parallèle, on peut avoir, comme je vous dis, des components de démence, les components de fragilité, les components de disabilité. Et jusqu'à maintenant, on a trouvé une grosse association et une prédisposition bidirectionnelle, mais à nouveau de prédisposition unidirectionnelle de os et muscles, comme déterminant de 4 des 5 domaines d'intrinsic capacity. Et dans ce moment, je ne peux pas partager beaucoup l'évidence qu'on a trouvée avec Sensory. Surprise, beaucoup de surprises on a trouvé, particulièrement dans les modèles animaux, dans lesquels on a des animaux qui sont ostéosarcopéniques. Ils ont déjà altération dans le système vestibulaire et aussi dans le système visuel. Intéressant. Donc, comme ça, après toute cette histoire introductoire, c'est l'objectif global de notre programme de recherche. Avec un rapprochement de neurosciences, on peut dire que si on peut comment cibler les caractéristiques couramment modifiées dans les muscles et les os, pourrait non seulement prévenir ou traiter l'ostéosarcopénie, mais aussi plusieurs autres affections liées à l'âge et même améliorer la capacité intrinsique. Et vous allez me dire comment est-ce qu'on peut faire ça. Bon, je vais vous partager. Je pense qu'on a encore du temps pour vous partager 12 exemples. Je peux vous donner plusieurs exemples, mais je vais vous partager 12 exemples. Le premier exemple, c'est un hallmark of aging qu'on a travaillé beaucoup. C'est l'infiltration de graisse dans les muscles et les os. Donc, on sait que c'est un problème de cellules souches et de régénération tissulaire dans lesquelles notre os et les muscles sont remplacés par la graisse, par le tissu adipose local. Je ne parle pas d'obésité, je ne parle pas de sarcopénique obésité, je parle de la graisse locale qui commence à accumuler dans l'intérieur du muscle et de l'os. On sait que c'est un problème de cellules souches qui ne se différencient pas dans les myocytes ou les ostéoblastes, mais commencent à se différencier dans les adipocytes. C'est un modèle qui est bien compris. Mais en même temps, on sait que les hallmarks qui sont impliqués sont plusieurs, activés par la présence de ces tissus adiposes. Inflammation, inflammaging, perte de protéostase, autophage, épuisement des cellules souches. Tout ça, sénescence cellulaire, tout ça, ça arrive quand les muscles comme celui-là est infiltré ou accumulé par le tissu adipose et même les os. Si vous regardez les os et les muscles dans les ostéosarcopénies, l'infiltration, c'est presque identique. Si vous regardez les tissus, même les os sont minéralisés, nous le savons, mais la caractéristique d'infiltration ou d'accumulation locale, c'est très similaire. Et on a décidé de l'étudier, de comparer la graisse qui est accumulée dans les muscles et la graisse qui est accumulée dans les os. C'est une étude qu'on a fait avec mon postdoc, Ahmed Al-Saedi, qui est maintenant à Harvard University. C'est ce qu'il va voir Harvard dans les prochains 5 ans. Mais
On a trouvé, on a analysé avec l'épidomics et on a trouvé que le tissu adipose qui accumule dans les muscles et dans les os est très similaire, très inflammatoire, très toxique et très similaire, mais très différent des autres tissus adiposes. Donc, comme ça, on a dit, OK, c'est plusieurs hallmarks qui sont affectés, qui sont développés pour la présence de tissus adiposes, qui l'activation des altérations biologiques sont très similaires. J'espère que vous vous rappelez des syndromes gériatriques dans plusieurs pathways qui sont activés. Donc, peut-être, hein, si on va traiter l'ostéosarcopénie, on peut utiliser les tissus adiposes comme les targets. Donc, on va diminuer les tissus adiposes et comme ça, on va protéger les cellules contre toutes les listes de hallmarks que je viens de vous montrer. On a essayé. Donc, si c'était par la toxicité de tissus adiposes, on va bloquer la capacité de ces tissus de produire fatty acids. Donc, on a bloqué la fatty acid synthase avec un inhibitor, cerulenin. Et c'est d'évidence qu'on a commencé à voir dans les modèles animaux, ça fait quelques années, par mon étudiant de PhD, Sandra Vermeo, qui on a traité des souris ostéopéniques, pardon, et avec un blocage de synthèse d'acide gras, cette fatty acid synthase, et on a récupéré la masse osseuse. Mais pour notre surprise, on a récupéré aussi la masse musculaire. On a diminué l'infiltration, l'accumulation de gras dans les muscles, en même temps qu'on a diminué l'accumulation de gras dans les os. On a aussi récupéré la fonction musculaire avec le targeting la fatty acid synthase. Exemple 1. C'est l'exemple dans lequel on a remarqué 5 ou 6 hallmarks ou fait la prévention de 6 activation de 6 hallmarks avec ça. Exemple 2, métabolisme inflammaging. Nous sommes très intéressés dans le métabolisme de tryptophane. Pour vous, je suis sûr que vous avez déjà bien familiarisé avec le tryptophane métabolisé dans la sérotonine, mais seulement 5% de tryptophane que nous prenons dans la diète va finir dans la sérotonine. 95% va finir, va être métabolisé par la kynurenine pathway. Pourquoi c'est important? Parce que dans la kynurenine pathway, pour activer les bons pathways, il faut avoir des bons microbiota. Another hallmark. Dysbiosis, c'est un hallmark qui est bien connu. Donc, s'il y a quelqu'un qui a dysbiosis dans le microbiota, ne va pas être capable de produire les bons métabolites qui sont ici en vert, en couleur vert. Les métabolites qui sont en rouge, ce sont des métabolites qui sont mauvais. C'est intéressant parce que s'il y a dysbiosis, l'activation, ça va devenir inflammatoire. Inflammaging, un autre hallmark of aging. Et comme ça, il va avoir l'activation des facteurs en rouge, ici, qui sont pro-aging, qui vont activer des autres hallmarks of aging. Ils vont développer des changements associés avec le vieillissement. Ils vont aussi développer des pathologies ou des maladies associées avec le vieillissement qui incluent dépression, démence et ostéosarcopénie. Donc, comme ça, nous savons que c'est des études dans l'Université d'Augusta aussi, qui ont travaillé beaucoup avec nous, Mark Hamrick en Augusta, in the United States. On a travaillé beaucoup pour comprendre qu'est-ce qui arrive quand les métabolites en rouge ici vont sur les cellules musculaires ou les cellules neurologiques. Qu'est-ce qui arrive? Ils vont affecter ils vont augmenter l'infiltration grasse, faire l'induction de sénescence cellulaire. Ça vous rappelle quelque chose?
les hallmarks of aging. Donc, comme ça, c'est un loop qui s'est activé pour plusieurs facteurs. En même temps, on a montré dans les évidences cliniques, c'est une étude, un résumé de toutes les études cliniques que nous avons fait déjà pour montrer que les métabolites mauvais sont aumentés dans la sang, dans le sérum des personnes avec ostéopénie, ostéoporosis, sarcopénie et d'ostéosarcopénie. Donc, comme ça, on a fait, j'espère que dans les exemples que je vais vous montrer, j'étais capable de vous montrer qu'on a fait l'évaluation biologique, l'évaluation clinique, mais aussi l'évaluation thérapeutique pour essayer d'évaluer, de développer des traitements. Donc, quand vous regardez les métabolites ici, on a demandé, OK, peut-être on peut faire deux choses. On peut travailler pour améliorer la microbiote ou on peut donner les métabolites directement. Donc, on a essayé de donner picolinic acid et qu'est-ce qu'on a trouvé? Dans les souris ostéopéniques, on a récupéré l'ostéoporose, l'ostéopénie. Même on a gagné de l'os dans les souris contrôle, dans les sham operated. Mais en même temps, on a évalué l'effet de l'acide picolinique sur les cellules musculaires. On a trouvé que dans les cellules des souris et les cellules humaines, myoblasts, human and mice, picolinic acid a été capable d'augmenter le niveau, d'avoir une réponse anabolique. Même on l'a fait avec C. elegans, on a trouvé que le traitement avec le picolinic acid, le métabolite qui est un vert, un bon métabolite, était capable d'augmenter la mobilité de C. elegans. Ça veut dire augmenter les muscles, activité musculaire, mais en même temps, augmenter lifespan, la viabilité ou prolonger la vie de C. elegans. Et on a fait les mêmes études dans les poissons zèbres et avec un groupe en Israël. C'est une étude ici avec un groupe au Canada, mais ici, c'est une étude avec le groupe Israël qui a montré aussi que les poissons qui sont traités avec le picolinic acid ont meilleure mobilité. Dans ce moment, on vient de finir les études sur l'effet sur les os. Pourquoi? Parce que ce sont des modèles d'ostéosarcopénie. Et en même temps, on a développé aussi le concept de métabolite de canurénine comme biomarqueur d'ostéoporose, sarcopénie et ostéosarcopénie. On les a mesurés dans une étude avec une collaboration avec l'Australie et on a trouvé qu'il y a plusieurs de ces métabolites, spécialement les ratios, sont indicatifs de quelqu'un qui va développer ou qui a déjà la maladie de ostéoporose, sarcopénie, ostéosarcopénie. Dans ce moment, on vient de recevoir un SCIHR grant pour faire l'analyse de la cohorte NUASH et mesurer les métabolites de canurénine dans les sujets participants de la cohorte NUASH, que c'est notre prochain pas. Comme ça, je viens de vous donner 12 exemples. Comme je vous dis, il y a 12 hallmarks et dans mon équipe, il y a quelqu'un toujours qui travaille au moins dans tous les 12. Donc, on a 12 équipes qui travaillent pour regarder les différents changements dans les 3 dimensions, biologique, clinique et thérapeutique. Mais la geroscience, on retourne à la geroscience, on commence à bouger et progresser dans ce qu'on appelle geroscience translationnelle. Quand on commence à bouger des hallmarks et commence à essayer des interventions comme les interventions que je viens de vous montrer. Mais il y a beaucoup de nouveaux groupes qui commencent à utiliser les senolytics. Je ne parlais pas aujourd'hui de ça, mais beaucoup d'interventions. C'est la gériatrie du futur. C'est notre responsabilité
comme chercheurs dans le vieillissement, d'abandonner les silos et nous bouger et intégrer dans de nouveaux façons de regarder la gériatrie, le vieillissement et la géroscience. C'est le futur, parce que comme ça, on va commencer à mesurer des choses qui sont vraiment relevantes pour les personnes âgées. Le plus important, la capacité intrinsèque et le health span. Et ça va être la target. Comme ça, pour finir, on a développé au Canada le Canadian Translational Geroscience Network. Tout le monde ici, dans ces chambres, sont invités à joindre. Il n'y a pas besoin de payer rien. Vous allez, le website, c'est très facile, c'est geroscience.ca. Et si vous allez là-bas, vous pouvez remplir une forme très simple. C'est quelle l'idée d'avoir, parce qu'il y a un Translational Geroscience Network aux États-Unis, mais l'idée, c'est d'amener les études cliniques au Canada, de revenir les leaders dans la recherche de geroscience autour du monde. On commence à travailler avec Intrinsic Capacity et aussi essayer c'est une autre chose qu'on commence à faire, de chercher comment est-ce qu'on va faire la translational dans la pratique clinique. Comment est-ce qu'on va commencer dans la gériatrie? On n'a pas besoin d'aller avec toute l'équipe compliquée, d'écrire. C'est seulement d'aller calculer la capacité intrinsèque de mon patient et faire la prédiction de qu'est-ce qui va arriver avec ces patients dans le domaine cognitif, sensoriel, affectif, etc. Donc, comme ça, on a déjà commencé à faire des études cliniques randomisées, Control Trial, c'est un exemple, une étude qui a fait Sandeep Khosla aux États-Unis, à Mayo Clinic. Il a utilisé des senolytics particuliers. C'est une étude qu'on va commencer à faire ici aussi en collaboration avec Buck Institute, Ohio State University, University of Connecticut, et maintenant aussi à McGill, où on va donner des ketone ester aux personnes, mais on ne va pas regarder les variables cliniques, on va regarder les variables de hallmarks, l'effet dans les hallmarks of aging pour savoir s'il y a un effet combiné. C'est une autre étude qu'on fait dans ce moment à l'Australie avec mon postdoc Ben Kirk, qui est illustré là-bas, dans lequel on regarde l'effet de HMB en vitamine D. Un sujet avec ostéosarcopénie, mais on regarde la capacité intrinsèque. On regarde les hallmarks of aging. Donc, on ne va pas nécessairement regarder, on va regarder, mais la gait speed. I mean, c'est l'histoire, c'est le passé. Dans ce moment, c'est la capacité intrinsèque. Même la gait speed peut être un élément de capacité intrinsèque, mais ce n'est pas l'outcome principal. Donc, comme ça, en conclusion, en ciblant plusieurs caractéristiques affectées dans les muscles et les os, je peux vous dire que nous pouvons prévenir ou traiter la ostéosarcopénie. Mais en même temps, si on va récupérer les os et les muscles, on espère que ça va être ici, ça va avoir un effet sur le cerveau, sur les autres systèmes, pardon. Et aussi, l'objectif principal, si on va aller à l'FDA avec la capacité intrinsèque, si vous le regardez, a déjà un code dans les ICD. Donc, c'est un outcome qu'on peut le mesurer et on peut l'offrir au FDA et aux patients. Donc, comment le mesurer, on ne sait pas. J'espère qu'avec le trial study, on va arriver à déterminer comment, mais comment avec une flexibilité. Comme ça, je veux remercier encore votre gentille invitation pour parler aujourd'hui. C'est un honneur d'être ici, de donner cette conférence et aussi remercier tout le monde, notre collaborateur par tout le monde. Ce sont les collaborateurs qui ont participé dans les projets que je viens de vous montrer. Mais il y a beaucoup de collaborateurs dans les autres projets et aussi toutes les organisations qui nous ont donné des financements. OK? Merci beaucoup. Merci, Dr. Duquet, pour cette présentation impressionnante de votre programme de recherche. Est-ce qu'il y a des questions pour le Dr. Duquet? Oui.
Très intéressant, Gustavo. Euh, Concernant le lien entre ostéoporose, sarcopénie et cerveau, cognition, bon, comme tu sais, les problèmes de démence, les problèmes cognitifs, c'est d'une infinie complexité. Je me demandais, enfin, tout simplement, s'il y avait des données épidémiologiques qui avaient regardé, par exemple, chez les personnes ostéoporotiques, parce qu'il y en a beaucoup, là, on étudie l'ostéoporose chez les femmes depuis des années et des années. Est-ce que, par exemple, on a des données chez ces femmes-là en lien avec la prévalence de démence ou de troubles cognitifs ou est-ce que, parce que si on prend le Nurses Health Study ou enfin toutes ces grandes cohortes de femmes ostéoporotiques, enfin il y en a beaucoup, est-ce qu'il y a des données qui nous laissent penser, parce que entre ce qu'on voit chez la souris, par exemple, si on pense à l'ostéocalcine, par exemple, là, je veux dire, ça ne s'est jamais confirmé là, chez l'humain. Et même, alors, disons que c'est un big jump. Là. Alors, je me demandais s'il y avait des données épidémiologiques dans ce sens-là. Oui, oui, la question c'est très important parce que, oui, il y a des évidences épidémiologiques. Il y a eu des évidences épidémiologiques, ça fait plusieurs années. Le problème, c'était qu'avant, on pensait que c'était seulement parce que, comme je disais, que le monde qui avait la démence perd de l'os parce que l'inactivité de la diète. Mais dans ce moment, il y a plusieurs groupes. Le groupe d'Indiana, c'était le plus actif. Ils ont déjà démontré que la sévérité de l'ostéoporose et la qualité osseuse est associée avec la quantité d'amyloïdes. Donc, c'est une association biologique dans les humains. Mais notre étude, par exemple, avec la sarcopénie, nous avons montré, on a fait un mapping de cerveau et on a trouvé aussi que les régions les plus affectées dans le niveau cognitif, c'était plus associé avec les sujets qui sont l'ostéosarcopénie sévère. Donc, comme ça, on commence à voir cette connexion, je pense que, parce qu'on les regardait avant, c'est de l'évidence, mais on les comprend mieux maintenant avec le nouveau imagine tout ça. Ça va bien faciliter. Euh, donc, oui, comme ça, je pense que l'association est là. Euh, et donc, dans ce moment, c'est comme une compétition. Tout le monde va retourner dans toutes ces bases de données pour évaluer exactement ce qu'on vient de parler ici. Ici. Merci beaucoup, Gustavo. Vraiment, superbe présentation, très intéressante. Alors, je me demandais, parce qu'évidemment, c'est sûr que c'est un peu pour nous, plus qui travaillons en démence, en maladie d'Alzheimer, c'est très perturbant, puis peut-être c'est vrai, et c'est bien. Mais alors, la question que j'ai, comme la démence, tu utilises beaucoup le terme démence, puis on sait que c'est un terme parapluie et que ça, en dessous de ça, il y a beaucoup de maladies. Tu viens de parler d'amyloïdes, donc déjà, ça, c'est un peu plus précis. Alors, ma question était de savoir, est-ce que ces associations-là, est-ce qu'on pense qu'elles sont associées, parce que la démence, ça peut être la démence vasculaire aussi, ou les démences plus, plus complexes et associées au grand âge. Alors, ma question, c'est est-ce qu'on tente d'essayer d'associer ça à des maladies neurodégénératives particulières comme l'Alzheimer? Et qu'en est-il des sujets jeunes, c'est-à-dire les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer avant qu'on ait tous ces problèmes physiques? Est-ce qu'il y a quand même une association qu'on peut trouver? Donc, c'est un peu les deux pendants de la question. C'est très intéressant. La première, je pense qu'on commence, quand on se parlait de démence, tu as raison, quand on se parlait de démence, c'était comme un umbrella, on a parlé en général. Mais dans ce moment, il y a des groupes qui ont commencé à séparer. Je vais te donner un exemple. Dans ce moment, il y a un groupe qui regarde ostéocalcine, qui est une protéine qui est spécifique de l'os, comme un déterminant de changement dans la démence vasculaire. Exactement. C'est comme un exemple. Donc, je pense que ça va développer dans les prochains 3-4 ans
quand le monde va commencer à réévaluer les bases de données et on regarder la connexion biologique. Pour la deuxième part de la question, je ne pense pas que le monde a déjà regardé dans les personnes plus jeunes. Parce que, comme je viens de dire, c'est un concept qui c'est vraiment nouveau. Donc, ça commence à évaluer. Mais c'est une bonne question, c'est de regarder dans le monde qui a la démence dans les jeunes, s'ils sont déjà, si c'est déjà détérioré avec l'ostéopénie ou la sarcopénie. C'est une bonne question, mais je n'ai pas la réponse pour ton deuxième question. Merci. Yeah. Bonjour Gustavo, merci encore pour cette belle présentation. Moi, je vais avoir une question un peu d'œuf ou la poule. C'est quoi le rôle du gras ou du statut d'obésité à travers ton interplay os-muscle, mais cognitif ou avec tous tes autres marqueurs d'intrinsèque capacity? Est-ce que l'historique d'être obèse depuis le début ou de devenir obèse ou d'avoir une localisation de l'obésité, c'est un confounder de ta relation ou pas? En dehors du statut du gras intramusculaire et puis du bone marrow, là. Ouais. Oui, l'obésité comme telle, comme une variable dans toutes les études, on peut dire beaucoup de variabilité. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'il semble que c'est un concept polémique, controversial, je le sais. Il semble qu'il y a une obésité qui est métabolique et une obésité qui est inflammatoire. Donc, les sujets qui sont l'obésité inflammatoire sont un haut risque d'avoir plus d'ostéopénie, ostéosarcopénie, obésité. C'est ça. Donc, comme ça, dans l'histoire en général, qu'est-ce qu'on a montré ici? Obésité vient comme un autre facteur de risque. L'obésité inflammatoire comme un autre facteur de risque et dans presque la même influence que la déficience de vitamine D, par exemple, pour donner un exemple, ou la même influence de l'immobilisme. Donc, je ne pense pas que c'est le déterminant majeur. Le déterminant majeur de toute l'histoire que je viens de donner, c'est le vieillissement. C'est aging. C'est le facteur de risque le principal. Mais c'est aging plus le facteur de risque. Et le facteur de risque inclut l'obésité. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Mylène, mais c'est pour ça que c'est important de différencier le niveau d'obésité, parce que, comme vous le savez, l'accumulation de tissus adipeux dans les muscles et les os, c'est indépendant de BMI, par exemple. Oui, bonjour. Je suis nutritionniste par métier, par pratique clinique. Tout d'abord, un grand merci pour cette présentation. Vraiment, ça m'a très intéressé. Merci beaucoup. Ma question est la suivante. Ça revient un peu à la question à la dernière. Donc, est-ce que je vais juste la simplifier le plus possible? Donc, est-ce que manger moins gras, est-ce que garder un IMC, disons 24, est-ce que ça va aider à prolonger et puis à donner une meilleure qualité de vie? Parce que vous avez mentionné beaucoup coenzyme A, puis les inhibiteurs de la synthèse des acides gras, puis même HMB et tout ça. Donc, est-ce que manger moins gras, pour simplifier la question, est-ce que ça peut aider? Merci. Bon, c'est sûr que la diète, c'est important. Donc, la diète, le nombre de calories. Moi, je ne suis pas un expert en nutrition, donc je m'excuse si je vais dire quelque chose que ce n'est pas correct. Mais c'est sûr qu'il y a un niveau d'activation de hallmarks of aging avec une diète qui n'est pas en santé. C'est sûr. Donc, si on fait, par exemple, c'est là des études de populations asiatiques qui sont déménagées d'Asie aux États-Unis, qui commencent à manger Big Macs, tout ça. On a mesuré DNA clocks, par exemple. Pour donner un exemple, c'est clair qu'il y a un changement dans les marqueurs de vieillissement dans ces populations. Donc, je pense que oui, c'est sûr. Et même avec la diète méditerranéenne, on sait que les sujets qui sont dans la diète méditerranéenne, on mesure les DNA clocks, on peut voir qu'ils sont plus rapprochés avec l'âge.
chronologique. Donc oui, c'est sûr qu'il y a... Et comme je vous dis, je ne suis pas un nutritionniste, donc peut-être que je n'ai pas toute l'évidence, ou je n'ai pas lu tous les... Mais c'est sûr que c'est un facteur important, oui. Est-ce qu'il existe de l'information chez les bodybuilders âgés, hein, qui finalement maintiennent une masse musculaire et qui ont sûrement moins de gras aussi dans leur dos? Est-ce que ces gens-là, quand on regarde cette population-là, est-ce qu'ils ont moins de risques au niveau cognitif? Moi, je ne suis pas sûr, je n'ai pas... Ce serait intéressant de les Oui, c'est regarder. intéressant de le regarder, oui. Parce que là, c'est une intervention. Ces Oui. gens-là, je veux dire, maintiennent, ils ne sont pas sarcopéniques, là. Je veux dire, ils maintiennent une musculature. Sûrement que la qualité des os, je veux dire, est meilleure. Oui. Ça serait intéressant de voir si, il y a, de manière générale, ils sont davantage protégés par rapport à... Moi, ça m'intéresse beaucoup, là, le lien avec le cerveau, là. Oui, oui. Alors, ça pourrait être intéressant de voir ce qu'il y en est. Oui, c'est vrai. C'est une bonne question pour évaluer. Oui. C'est peut-être une question qui a peut-être pas grand sens, mais ou qui pourrait être provocatrice, je ne sais pas. C'est sur le concept de fragilité par rapport au concept de capacité intrinsèque. Je ne suis pas dans le domaine, mais personnellement, je ne les vois pas tellement en opposition. Je vois plutôt la capacité intrinsèque comme une manière de mieux caractériser la fragilité. Est-ce qu'on peut le voir comme ça ou c'est une erreur complète? Oui, oui, je suis d'accord. I mean, Avant de passer au cocktail, j'ai quelques prix à remettre. Et je voudrais encore remercier le docteur Douquet, mais aussi vous toutes et tous pour être venus aujourd'hui. Je pense qu'on a eu vraiment une belle journée. Donc, je remets quelques prix. Tout d'abord, des prix d'excellence qui viennent de la Fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal. Alors, le premier va à Lilou Guilloton. Si vous êtes là, vous pouvez revenir chercher. Brenda est encore là? Oui, oui. Et Brenda est encore là. Brenda? Brenda? Brenda. Elle arrive, d'accord. Donc, on prend la photo à la fin. Le deuxième prix de la Fondation est accordé à Mégane Dubois. Bravo. Euh, un prix, un prix coup de cœur qui vient du Fonds de recherche santé, qui va à Emmeline Paré.
Un autre prix du Fonds de la recherche Québec Santé, un prix d'excellence qui va Erfan Galibaf Corazani. Excuse pour la prononciation.